Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. C'est le drapeau ivoirien qui flottera désormais à l'ex-bataillon français d'infanterie marine. Aujourd'hui, l'ex-43e BIMA a été retrocédé à notre pays, la Côte d'Ivoire, a été rebaptisé du nom du premier chef d'état-major général des armées de Côte d'Ivoire, le général Thomas Dakin Ouattara. Merci d'être avec nous. Le grand talk démarre maintenant. Comme tous les soirs, à partir de 19h, nous sommes toujours très heureux d'être en votre compagnie. Encore une fois, bonsoir et merci d'être avec nous. Ce soir, nous avons deux dames et deux hommes. Pascal Souquier, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir Christelle, merci et bonsoir chez vous. Sarah Wadili Ndiaye, merci d'être là, Sarah. Bonsoir Christelle et bonsoir à tous. Marius Komoé, bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Je t'en prie Christelle, bonsoir à tous et à toutes. Daouda Koulibaly, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Christelle, bonsoir à tous et bonsoir chez vous. Nous le disions donc à l'entame de ce temps d'antenne, la France a retrocédé donc ce camp qu'elle occupait depuis 1978 lors d'une cérémonie en présence des ministres des Défenses des deux nations qui vont quand même continuer leur coopération militaire. Daouda, avec vous, on essaiera de faire un point de situation et puis les perspectives. Christelle, lorsque j'ai vu aujourd'hui cette cérémonie symbolique minimaliste, j'avoue que si je n'étais pas journaliste, j'allais couler une larme. Je suis sûr que les journalistes pleurent quand même aussi. Daouda. Oui, ils pleurent aussi, mais je suis censé ne pas avoir trop d'émotions. Ah. Mais j'ai eu quand même un peu d'émotion parce que Christelle, nous venons de loin, de très loin. Quand on sait que la Côte d'Ivoire, à un moment donné de sa vie, a connu ce qu'on a appelé la crise post-électorale, où en 2011, l'armée ivoirienne était véritablement très divisée et en pleine restructuration, où il a fallu intégrer les ex-forces FAFN à tout cet effectif. Aujourd'hui, nous avons la prise de contrôle totale du 43e BIMA qui symbolise l'évolution des forces armées de Côte d'Ivoire. Elle monte en puissance. Ça, c'est vraiment monter en puissance. Elle monte en compétences, elle se modernise et elle fait véritablement face aujourd'hui aux défis sécuritaires qui nous entourent, notamment le terrorisme. Avant d'avancer, comment est-ce que vous avez ressenti cet instant fort où le drapeau l'orange-blanc-vert montait sur le mât, au centre du camp? À chaque fois que le drapeau orange-blanc-vert est en train d'être hissé, mais c'est un frisson qui traverse tout mon corps. Et j'étais véritablement fier, encore une fois, d'être ivoirien. Et pour revenir encore à cette rétrocession de la base militaire de Port-Boué aux forces de défense et de sécurité, il faut dire qu'elle s'inscrit dans un cadre plus dynamique, plus large de la reconfiguration des dispositifs militaires français en Afrique. Ce n'est pas forcément inhérent à la Côte d'Ivoire. Le transfert du camp militaire marque une avancée importante. Dans l'autonomisation stratégique de la Côte d'Ivoire, il s'agit d'un symbole véritablement fort de souveraineté, la vraie souveraineté. Le pays reprend ainsi le contrôle total de cette base. Bien que la base soit désormais sous le contrôle ivoirien, la coopération avec la France ne disparaît pas totalement. Parce que la coopération a changé de forme. On n'est plus dans une coopération d'intervention, mais on est dans une coopération de formation stratégique, de renseignement. Parce qu'il y a une centaine de militaires français qui vont rester pour faire cette formation, l'accompagnement des soldats ivoiriens, quand on sait qu'il y a eu des formations entre les... Et c'est un signe d'une transition progressive plutôt que d'une rupture brutale comme ça a été constaté ailleurs. Très bien, merci beaucoup. Marius, comment après donc cet élément, c'est ce commentaire de Daouda sur la scène qui s'est passée, l'élément important, donc cette journée mémorable pour la Côte d'Ivoire. Certains diraient, attention, ils sont partis, mais ils sont encore là. Finalement, qu'en est-il de cette souveraineté tant réclamée? Marius, comment est votre commentaire? Attendez, on ne peut pas sortir d'un mariage qui a duré plus de 65 ans. Comme si on sortait d'un dîner gala. Ce qui s'est passé ce jour au 43e BIMA et qui se prépare depuis des années l'a été au grand bonheur, non seulement des autorités ivoiriennes, mais en principe devrait être pour le grand bonheur du peuple de Côte d'Ivoire. Nous exigeons
et nous réclamons à perte de vue, j'allais dire à tue-tête, eh bien, notre souveraineté nationale. Or, l'installation d'un camp militaire, l'installation d'une base militaire étrangère sur nos sols était un frein justement à l'expression de cette souveraineté. Et donc aujourd'hui, voyant donc et constatant l'effectivité de la remise de ce camp symbolique qui a uni les relations entre la Côte d'Ivoire et la France, la remise de ce camp symbolique à la Côte d'Ivoire est déjà source d'espoir pour nous, qui sommes très portés sur les questions donc, de panafricanisme. Bien que nous ne sommes pas des chantres du panafricanisme, mais nous sommes quand même des adeptes du panafricanisme. Et le dire, c'est quand même réclamer ce qui est juste. Et ce qui est juste pour nous aujourd'hui l'a été avec justement cette grandiose cérémonie qui a regroupé et le ministre français de la Défense et son homologue de Côte d'Ivoire, le ministre d'État, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire, en présence donc du Premier ministre. Et donc nous sommes tout à fait heureux. Très bien. Et nous espérons que justement, à la suite de la remise de cet important camp à nos forces de l'ordre, à nos forces armées plutôt, eh bien nous espérons que, comme l'armée française a tenu ce camp des mains de maître, de façon, j'allais dire, excessivement professionnelle, nous souhaiterions justement que ce camp également, l'État mette à la disposition de nos forces armées nationales pour entretenir ce camp et que ce camp reflète ce qu'il a été durant la présence de l'armée française en Côte d'Ivoire. Et à la matière, nous n'en doutons même pas, dans la mesure où nous savons que quand vous allez au camp d'Agban, vous regardez le camp militaire d'Agban, la gendarmerie, le camp militaire de gendarmerie d'Agban, mais c'est très bien tenu. Tous les camps, même le camp Gallieni, tous les camps de... D'ailleurs, c'est une tradition. Voilà, l'armée, c'est la discipline, c'est une tradition. Et nous pensons que d'ailleurs, le nom qui a été donné au camp, celui-même qui porte désormais, dont le camp porte le nom, est une autre, j'allais dire, est une figure, merci Christelle, c'est une figure de la discipline militaire. Et il l'a démontré pendant ces 30 années de service et nous y reviendrons. On reviendra à vous, Sarah Wadili Ndiaye. Dites-nous, dans quel contexte sécuritaire, justement, on assiste à la rétrocession de ce camp-là? Je vous remercie pour cette sous-régional question. comme africain. Oui, exactement. On fait bien de replacer un petit peu le contexte du coup à travers cette question. Je pense que c'est fondamental. On est effectivement dans une logique de réappropriation des infrastructures stratégiques, militaires, qui dit militaire, qui dit stratégique. Cette rétrocession va vraiment un tournant entre les relations militaires entre la France et la Côte d'Ivoire. Effectivement, pour moi, il y a un contexte, pas seulement ivoirien, pas seulement même régional, mais surtout le continent africain. Le premier, c'est qu'on voit... Et c'est un fait, on voit beaucoup d'États africains de plus en plus remettre en question la présence militaire française sur leur territoire. C'est un fait, ça fait partie de tous les débats politiques africains en ce moment. Et soyons francs, soyons clairs, disons les choses comme on les entend. On reproche à la France de son ingérence dans les affaires politiques, que la France sert avant tout ses intérêts, etc. Donc ça fait partie des débats politiques, on l'entend très souvent. Donc forcément, se poser la question de la présence militaire française sur son territoire, j'ai envie de dire, rentre dans cette logique, c'est un peu une conséquence, pas forcément pour la Côte d'Ivoire, mais dans certains pays, de remettre cette présence en question et puis de procéder à une rupture assez brutale parfois. Ce qui n'est pas forcément le cas en Côte d'Ivoire, mais ça l'est dans d'autres pays. Je pense qu'il y a aussi une volonté, comme le disaient Daouda et Marius, qui est assez logique de renforcer sa souveraineté, l'image de sa souveraineté nationale. Qui dit souveraineté nationale parle de souveraineté militaire, ça va de soi. Ce qui se traduira, je pense, aussi par un choix aussi plus large des différents partenaires pour travailler sur les plans militaires. Donc pour moi, il y a beaucoup de questions qui peuvent se poser aujourd'hui, mais pour lesquelles on n'aura pas forcément la réponse. Lesquelles, par exemple, Sarah? La première, c'est de se dire, alors cette rétrocession déjà, est-ce qu'elle est, elle est progressive, d'accord? Est-ce qu'elle va être réelle et définitive à terme? Ou alors, est-ce qu'on va partir dans une redéfinition d'un partenariat? Ça peut être les deux, mais en tout cas, on se demande
ce partenariat avec la France à terme, comment il va se concrétiser. Et si on parle aujourd'hui de retrait sur le court terme, qui dit retrait dit, eh bien voilà, on aura des moyens en moins. Qui va gérer financièrement aussi la gestion de l'entretien de cette base? La Côte d'Ivoire ou selon vous Oui, bien sûr, la Côte d'Ivoire, mais quelles ressources? Alors, est-ce que c'est un budget d'État? Est-ce qu'on va devoir emprunter? Je ne sais pas, je ne connais pas non plus ce coût, mais en général, le coût lié à l'armée est assez conséquent. Après, tout dépend des pays, chacun sa stratégie. Aux États-Unis, c'est un énorme budget, l'un des plus importants. Ouais. L'Allemagne, c'est quasiment rien du tout. Donc, il y aura aussi forcément, et peut-être, y aura-t-il une diversification des alliances avec d'autres pays? Dans quel cadre et comment? Et évidemment une montée en puissance de l'armée, je suppose, ivoirienne en Côte d'Ivoire, mais il y aura la question pour moi des moyens. Si vous regardez aujourd'hui le classement, il y a un classement qu'on appelle le Global Firepower 2025. Le classement des armées? Tout à fait, qui classe toutes les armées du monde en fonction de leur nombre d'effectifs, nombre d'avions de chasse, etc. Donc la Côte d'Ivoire, elle se situe sur le continent africain en 17e position. Et la France et dans le monde, en 102e position sur 145 pays évalués. Ce qui fait que si on regarde juste, sur le continent africain, 17e, on n'est pas encore dans le top 10. Dans le top 10, vous avez l'Égypte, l'Algérie, et dans la région, c'est le Nigeria, forcément. La Côte d'Ivoire en 17e position. Donc il y aura forcément, je pense, cette volonté de monter en puissance. Et pour moi, se pose la question des moyens qui seront accompagnés pour répondre à cette question. Pour terminer avec vous, Sarah, sur ce point-là, vous dites qu'il fallait ne pas laisser, par exemple, là, on a 100 soldats français qui sont là. Pour vous, vous dites qu'il fallait avoir carrément le camp 100% ivoirien et essayer de redéfinir donc les axes de formation et de renseignement, mais de laisser le camp 100% ivoirien, pas de présence soldat français. Alors bon, malheureusement, ce n'est pas à moi vraiment de répondre à cette question, mais plutôt à l'État ivoirien en fonction effectivement de sa stratégie à court terme et long terme par rapport à sa base militaire. Non, je n'ai pas vraiment d'avis là-dessus. Pour moi, c'est clairement un retrait qui est progressif. Je pense que c'est peut-être même plus intelligent de le faire par étapes. Et ce qui compte, c'est de retrouver sa pleine souveraineté militaire, de choisir effectivement ses partenaires, que ce soit la France ou un autre pays d'ailleurs. Je veux juste dire qu'aujourd'hui, la France se trouve dans une situation délicate. On lui reproche beaucoup de choses. Donc il faut savoir, à un moment donné, je pense aussi, se mettre en retrait, accepter la réalité, accepter les reproches qui lui sont faits, se mettre en retrait pour déjà acter ce qu'il se dit et peut-être dans le futur, je ne sais pas, revenir sur des meilleures bases. Mais aujourd'hui, on ne peut pas forcer cette présence, on ne peut pas forcer une alliance et il faut laisser du temps au temps. Très bien. Écoutons maintenant Pascal. Pascal, vous avez écouté Daouda, Marius et Sarah. Quel est votre commentaire déjà sur ce jour symbolique et puis les différents enjeux de rétrocession avec en appendice la souveraineté? Écoutez, j'ai envie de dire pourquoi ça ne se passerait pas comme ça. Il n'y a rien de mal à ce que deux États civilisés, à un moment donné de leur coopération, quelle qu'elle fût ou quelle qu'elle soit, si ces deux États prennent une décision relativement ici, et c'est le cas, à leur gestion, à leur coopération militaire, eh bien, s'ils en arrivent à une conclusion et que cette conclusion-là se passe dans ces conditions-là, il n'y a rien de mal. Je préfère une cérémonie de ce type qui est pleine d'émotions. J'imagine ce qui s'est passé là-bas. Je vois ce soldat, ce tirailleur qu'on a représenté, tout de bronze, j'imagine, qui rend hommage la coopération. Ce soldat qui a été représenté dans l'image, qui rend hommage aux tirailleurs ivoiriens. On n'en parle pas souvent. Par extension, on disait les tirailleurs sénégalais, mais c'était toute la sous-région qui était représentée. Donc on pense à leur rendre hommage, une pensée pour eux. Et oui, je redisais, c'est une bonne chose que ça se passe ainsi. On peut reconquérir des pans qu'on croit perdus de sa souveraineté. Et en l'occurrence, le 43e Bima était, à tort ou à raison, la manifestation physique évidente de ce qu'on disait avoir perdu en termes de souveraineté militaire. Et quand on récupère cette souveraineté-là à l'occasion d'une cérémonie comme ça, avec tout le monde qui est
remercier, féliciter, parce que cette présence-là, elle n'était pas fortuite. Derrière cette présence, il y a de la coopération, il y a de la formation, il y a des opérations conjointes, on va certainement en parler. Mais il y a aussi des personnels civils, des personnels militaires, certes, mais des personnels civils, près de 400 ou 500 personnes dans l'administration ou dans les familles qui travaillaient et qui constituaient ce qui faisait la vie dans ce camp. Donc oui, maintenant sur les enjeux stratégiques et sous-régionaux, c'est clair, avec l'académie qui est présente en Côte d'Ivoire et qui a été montée sur la volonté de la Côte d'Ivoire. De lutte contre le terrorisme. Voilà, de lutte contre le terrorisme, la ICLT. Il est bien clair que cette rétrocession ne sonne en rien le glas de la coopération militaire pour contrer toutes les velléités terroristes ou d'agression inter-État, enfin entre la Côte d'Ivoire et l'ensemble de ses voisins avec qui on souhaite bien sûr la paix, mais également intégrer aussi qu'un État, c'est des alliés. Et les alliés militaires, ça existe. Il n'y a pas que d'alliances économiques entre États. Très bien. Donc les alliés militaires qui existent, eh bien, ce sont des alliances qui sont basées sur de nombreuses choses. J'évoquais la formation, mais il y a aussi des armes. Nous n'avons pas d'usine d'armes en Côte d'Ivoire. Nous les achetons avec des... en tout cas. Nous les achetons avec des partenaires. Le monde n'a pas vocation à se surarmer. C'est pour ça qu'il y a des classements, vous l'évoquiez tout à l'heure. Tout le monde ne peut pas avoir l'arme nucléaire. Le jeu des alliances fait que les uns les autres se protègent et qu'il n'y a rien de mal à cela. Merci Pascal. Tout à l'heure, vous allez donc revenir avec une thématique assez importante. On va repartir sur l'historique des relations militaires entre la Côte d'Ivoire et la France. Daouda, j'aimerais avoir votre regard justement sur les nouveaux enjeux sécuritaires avec la présence ivoirienne dans ce 43e, enfin, dans ce camp Thomas Dakar. Non, au-delà, aujourd'hui, je pense qu'on a tous parlé du camp Ouattara Thomas Dakar, mais bien avant cela, on a eu le camp de Lomo Nord, au niveau de Tumodi. Moi, aujourd'hui... Pour ceux qui ont écouté le discours du ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birama, il a parlé des relations décomplexées. Parce qu'aujourd'hui, à écouter certaines personnes, ils veulent nous complexer. Parce que oui, il y a une centaine de soldats qui sont là, donc les Ivoiriens doivent être complexés. Il n'y a aucun complexe à avoir. Et personnellement, moi, j'ai aucun complexe. Parce que ce que Pascal a dit est tellement vrai. Que savons-nous? Quelle est notre expertise en matière de renseignement? Quelle est notre expertise en matière de construction d'armes? On n'en a pas, selon vous? Non, pas pour la construction d'armes, mais pour le renseignement, non. On l'a, mais est-ce que nous avons le renseignement poussé? Dernièrement, il y a une attaque terroriste. Vous vous rappelez qu'on a parlé sur ce plateau-là de 4 terroristes qui sont quittés en Syrie, qui ont été arrêtés à Koumassi, tout à fait. Sous renseignement américain. Christelle, tu penses que si on ne coopérait pas avec d'autres États, on pouvait arrêter ces personnes-là? Il faut que les gens arrêtent de nous complexer avec ces histoires-là, parce que certains pays se sont levés un matin, 2 pays, 3 tondus se sont levés un matin. Non, pour dire non. Des pays d'Aouda. Bon, ok. Certains pays se sont levés un matin pour dire non, nous on ne veut plus de la France, tout et tout. Donc du coup, comme eux, ils ont décidé de ne plus avoir de relations avec la France, donc comme eux, on doit les suivre bêtement, tête baissée, comme un buffle. Non, on ne le fera pas. Non, parce qu'au même moment, où eux, ils disent à bas la France, mais ils appellent la Russie. Est-ce que la Russie ne leur donne pas des armes? Pour vous, c'est le même schéma. Mais on remplace un par un autre. Chez eux, ils ont remplacé un par un autre. Chez nous, ce que nous avons fait, on a changé de mode de fonctionnement. On dit, entrez chez vous, mais maintenant, on va collaborer avec vous désormais dans la coopération. Vous allez nous donner de la formation parce que vous avez une expertise que nous n'avons pas. Il n'y a pas de honte à demander quand on n'a pas. Et je pense que c'est ce que l'État de Côte d'Ivoire a fait. Et je pense, pour ma part, pour terminer sur la question, que c'est l'émanation même de la souveraineté. L'État de Côte d'Ivoire dit, je n'ai pas ça, je souhaite l'avoir. Comment est-ce qu'on peut collaborer pour avoir X ou Y chose? C'est ça la souveraineté. Donc que les gens arrêtent de galvauder le terme de la souveraineté. Nous ne sommes pas obligés, nous sommes un État. C'est parce que justement nous sommes souverains, nous ne sommes pas obligés de faire comme eux. Merci Daouda. Alors Sarah, vous voulez donc réagir là-dessus? Oui, juste sur le point Daouda, un petit commentaire juste pour éclaircir sur ce sujet. Alors il n'est pas question de, effectivement, les alliances militaires, tous les pays en ont avec d'autres pays pour combler justement leurs lacunes, etc. Mais là, la question, elle est autre, c'est la présence militaire d'un autre pays dans un territoire étranger. C'est ça dont il est question. Et je pense que le président Alassane Ouattara a très bien compris ça. Il y a un contexte en plus qui gronde un peu partout dans la région, sur tout le continent. Donc c'est ça qu'on essaye de rectifier sur
surtout. Ce n'est pas la coopération militaire avec la France ou Pour avec vous, c'est la d'autres. présence C'est déjà française, le choix, la présence de le notre choix État de dans ses notre État, partenaires, ouais. le choix souverain de ses partenaires et la présence, oui, militaire française qui date quand même d'une certaine époque. Donc, bon. 68, Je pense que hein, c'est ça qui pour le camp Bima et qui 61 dérange pour les dans les coopérations débats militaires entre la politiques Côte et c'est d'Ivoire. ce à quoi la France et la Côte d'Ivoire essayent de répondre. Christelle, est-ce que je peux préciser quelque chose très rapidement, si tu permets? Allez-y rapidement et puis Qu'on Pascal m'excuse, précisera. sincèrement. Oui. En Corée, il y a des soldats, il y a une présence. Une base militaire. américaine. Il y a une base américaine. À Djibouti, En Allemagne, il y en a. Oui, mais il y a un passé. Il Sarah, termine, vous tu avez la permets, parole. parce que Allez-y, je souffre allez-y, pour Daouda. t'écouter aussi. Donc souffle, s'il te plaît. Allez-y, Voilà. allez-y, Daouda. Voilà, Allez-y, pour dire allez-y. simplement que dans de nombreux pays dans le monde, il y a la présence de forces militaires étrangères dans leur pays, mais en aucun cas ça ne met en danger leur souveraineté. C'est nous qui avons décidé de façon souveraine de dire que les 100 soldats français restaient. Il n'y a pas de problème. Ça fait partie des bases de l'accord qu'ils ont signé, de la convention qui a été signée entre la Côte d'Ivoire et la France. Très bien, on va l'écouter. Non, je ne pense pas que ne soyez pas plus royaliste que le roi. Très bien, Daouda, c'est merci nous beaucoup. qui avons décidé de On dire va il écouter. reste. Écoutons ça. Donc nous sommes souverains. Merci, Daouda. Je t'entends, Daouda. Essayons de mettre juste les émotions un peu de côté. Non, j'ai J'essaie juste aucune d'avoir- émotion, je le dis en tout état de Daouda, Ok, moi, cause. je t'ai entendu, On a tu m'écoutes entendu. aussi. Voilà. Alors, non, Allez-y. je pense qu'il y a aussi un contexte à mettre en place, surtout entre la différence avec ton exemple et celui de la Côte d'Ivoire, c'est le passé colonial avec la France et la Côte d'Ivoire. Ok, ça, ce point, on ne peut pas le nier. Aujourd'hui, il y a des débats politiques partout, pas qu'en Côte d'Ivoire, où on remet en cause cette présence militaire, on parle d'ingérence politique, c'est malheureux. Enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose que je pointe de doigt, que je montre en tant que Française. Déjà, j'ai pas reproché plus de choses à la France qu'on lui reproche déjà, mais il faut savoir reconnaître les choses qu'on lui reproche et agir en conséquence. Donc toi, C'est tu n'aurais ça, plus mon de point. complexe que nous. en Très fait. bien, on va écouter. On va Pas du écouter. tout. Moi, je n'ai Non, aucun nous, on a complexe. aucun S'il vous plaît, complexe. merci Je beaucoup. le dis très Messieurs, clairement. messieurs, Non, on n'a dames. aucun complexe. Daouda, on va écouter maintenant Pascal sur son point de vue. Est-ce que vous partagez l'avis de Daouda ou celui de Sarah? Ou vous créez un autre avis? Allez-y, Non, Pascal. je donnerai le mien tout Allez-y. simplement, même si je sais que j'ai des points d'accord. Tout ce que Sarah dit n'est pas faux, mais ce que Daouda dit est très vrai. Vous savez, j'ai l'impression qu'il faut qu'on arrête de servir le passé colonial aux jeunes générations. C'est-à-dire? Il faut en sortir. Parce que nous-mêmes, on fait plus de publicité de ce passé colonial. Il y a des générations maintenant issues de ceux qui ont été les colonisateurs qui n'en portent peine, qui n'en portent pas peine. Et oui, ce n'est pas rien d'avoir été colonisé, ce n'est pas rien d'avoir été un colonisateur. Mais enfin, il faut en sortir. Hein. Et à un moment donné, il faut en sortir. Et ce n'est pas vrai que toutes les bases militaires de tous les pays qui ont des bases autres que dans leur pays ne sont pas issues de passés coloniaux. Souvent, ça en découle. Les Britanniques, avec l'ensemble de leurs colonies, vous savez, la coopération militaire, ou en tout cas les bases, sont restées pendant quelques années. Donc oui, il y a un passé colonial. So what else? On passe à la suite. La suite, c'est que de 1960 à 2025, on a eu toute la souveraineté de dire qu'on pouvait mettre fin à cela. Mais vous oubliez que nos armées étaient en formation, étaient jeunes, et qu'il fallait les consolider. Et les consolider auprès de qui? Auprès de ceux qui savaient. Il y a la langue. On a vu ici des situations, les gens ne savaient pas démarrer des Sukhoi, je crois à l'époque, on disait. Bien sûr. Bon, alors je pense que c'est important de savoir que cette unicité, enfin ce partage commun de la langue française, ça peut aider quand on décide de faire de la formation, quand on décide d'acheter des équipements militaires pour se protéger, ou alors même ne serait-ce que pour constituer son armée. Très bien. Je ne regarde pas cette cérémonie sous le prisme de la colonisation. Je ne sais pas ce que c'est et je suis totalement décomplexée. Et les jeunes générations françaises ou même un petit peu avant nous Très bien. le sont totalement. C'est mon sentiment. On va conclure avec justement un petit portrait de celui qui désormais aura son nom sur ce camp-là, le général Thomas Daquin. Vous parliez, Marius Komoé, d'un homme de discipline, un homme rigoureux. Peut-on savoir davantage sur lui, justement? Donc, il faut dire tout simplement que l'armée ivoirienne a connu ses premiers hommes en 1961. Et il a été donc le premier général de notre armée. C'est un homme qui fut la pierre angulaire donc, sur laquelle la stabilité politique du pays à l'époque, bâtie pendant plus d'une trentaine d'années sous la gouvernance de Houphouët-Boigny, avait été réalisée. Le général Ouattara Paul Thomas Daquin a été de toute sa vie d'officier militaire un homme de loyauté,
de fidélité, qui a une carrière militaire très accomplie. Je puis vous assurer que durant ces 39 ans de carrière militaire, dont 25 ans au service de l'armée française et 14 ans au sein des FANSI, des Forces armées nationales de Côte d'Ivoire, il n'a jamais badiné avec les questions de discipline militaire. Et pour lui, le militaire doit être au service des populations et de la nation. Il n'en a jamais d'ailleurs, il en avait d'ailleurs fait son credo et il a instauré ça dans la mémoire des jeunes officiers qu'il a eu sous la main, comme par exemple le général Lamine Fadiga. Okay. Oui, c'est lui qui a formé tous ces hommes, y compris le général Aboulaye, qui aujourd'hui dirige AREA. Aboulaye, vous connaissez bien Fadiga. Non, pas le général Aboulaye. Oui, oui, bien sûr. On va trouver son nom de famille. Oui, tout à fait. Lamine Fadiga, Aboulaye Koulibaly, il y avait également aussi Émile Constant Bombé. Tous ceux-là sont passés entre ses mains. Or, vous connaissez quelle est la rigueur. Vous parlez de l'amiral Abdul Fatiga. L'amiral Fatiga, oui, est passé entre ses mains. Il les a pris sous son aile. C'est lui-même qui a fait de ce qu'ils sont devenus, des officiers tout accomplis. D'ailleurs, aux dernières heures de sa carrière militaire, il a même été maire de la commune de Katiola, celui au village. Et donc, tenez-vous bien, c'est dans les années 90 qu'on nous a donc annoncé son décès. Donc, ce n'est pas n'importe qui, c'est celui qui a donné une âme à l'armée ivoirienne. Et je peux rappeler que c'est le 21 janvier, plus précisément, en 1990, qu'il a tiré sa révérence. Sa révérence. En tout cas, c'était un nom. Moi, je me rappelle, en grandissant, c'était un nom que nos parents prononçaient souvent parce que c'était le SEMA, le chef d'état-major de l'époque. Il avait de la rigueur, il avait du couac. Et en tout cas, à sa famille, je pense que c'est un honneur pour eux aujourd'hui, pour cette famille-là, d'avoir... Voilà, je l'espère aussi. C'est ça, à cette famille-là, d'avoir le nom de ce monsieur-là sur ce camp. En tout cas, bravo à vous. Si vous nous regardez, vous avez eu un excellent père, frère, ami. En tout cas, bravo, bravo. Et au total, il faut rappeler que la coopération se redéfinit donc sur 2 axes, le renseignement et la formation. Voilà. Après, on peut peut-être épiloguer sur la souveraineté ou pas, mais dans tous les cas, le renseignement et la formation sont donc les 2 axes sur lesquels donc vont se baser la coopération française, ivoiro-française en Côte d'Ivoire, militaire s'entend. Alors Pascal, nous avons juste un petit point avec vous. Je vous le disais à l'entame, on aimerait avoir l'historique des relations militaires entre la Côte d'Ivoire et la France. Jusqu'à ce jour, c'est un petit ramassé, donc un petit point. C'est votre rubrique thématique. Pascal, c'est à vous. Alors, je salue tous les aficionados d'Élysée, c'est sa rubrique thématique et je le salue depuis sa position militaire, puisqu'on est en plein terme militaire, là où il est. Alors justement, cette coopération militaire France-Côte d'Ivoire, c'est, comme vous le disiez, c'est vraiment une nouvelle approche coordonnée entre 2 États. Un peu d'histoire et de contexte, le 43e bataillon d'infanterie de marine, le 43e BIMA, a été créé à Abidjan en 1978 et il a hérité de 2 régiments, le régiment d'infanterie coloniale, le 43e RIC, et le régiment d'infanterie de marine, le 43e RIMA. Donc en 2015, il intègre les forces françaises de Côte d'Ivoire, les FFC, et il prolonge un accord de partenariat de défense bilatérale qui est signé, lui, en 2012. Et cette continuité va nous éclairer sur les connaissances et les pratiques et des cultures militaires mutuelles. Alors, on va faire un bond ensemble dans le futur maintenant pour évoquer, en juillet 2024, vous l'avez vu, il était à la cérémonie, le ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, qui aborde ce sujet, le fameux sujet de la rétrocession du 43e BIMA aux forces armées de Côte d'Ivoire. Pour la première fois, il le dit lors d'une interview et il affirme ceci: nous avons des experts français et ivoiriens qui se penchent sur la question. Nous devrions arriver à une solution définitive d'ici à la fin de l'année sur cette transformation du 43e BIMA. Et bien sûr, l'idée c'était d'occuper le camp déjà et d'en faire ce que voulait l'État de Côte d'Ivoire. Et au sommet de l'État, le président Ouattara va aussi faire une prise de parole le 31 décembre 2024 où il va annoncer
que la volonté commune des deux États, c'est de revoir ce partenariat et que la rétrocession serait organisée donc pour l'année à venir. Et c'est le cas, c'est une parole tenue. Alors cette décision, elle n'entraîne pas de rupture entre les deux États. On va faire un petit bilan très rapidement. Le transfert du camp, en fait, c'est une manœuvre complexe. Il a fallu plusieurs mois parce qu'il y a des documents juridiques, fonciers, etc. à signer. Ce n'est pas la France qui a imposé son timing à la Côte d'Ivoire. La décroissance a commencé en 2023. On est passé de 1000 hommes à 500, puis maintenant autour de 80 hommes, vous le disiez, parce qu'il y a des transferts de compétences qui sont toujours en cours. Mais déjà en janvier, c'est-à-dire au début de l'année, le premier bataillon de commandos parachutistes dont vous voyez flotter fièrement le fanion avec leur béret rouge qui donne envie, eh bien, a intégré le camp. Et les passations ont commencé à se faire notamment sur les systèmes d'information et de communication. Et puis ensuite, la formation, pour faire un point sur ce bilan-là aussi, il y a eu des actions de partenariat militaire opérationnel, on les appelle les PMO, avec jusqu'à 4000 hommes pour la Côte d'Ivoire qui ont pu en bénéficier. Vous voyez ici sur votre écran les différentes dates clés. L'armée, 33%, les écoles militaires, 38%, la gendarmerie, 24%. On a eu des exercices conjoints. Donc, il y a une vraie fraternité d'armes entre ces hommes. Et il ne faut pas que les civils s'excitent plus que ça parce qu'eux savent le sujet. Et cette fraternité d'armes et ces exercices conjoints, on peut citer celui de Tourako, mené en novembre 2024. C'était pour renforcer les capacités de notre armée de l'air. Ensuite, on a eu l'exercice de Sogo Djégué en 2024 toujours, où il y a du matériel qu'on n'a pas, qui vient et qui nous est soit après rétrocédé, mais en tout cas, on apprend à le maîtriser, comme ce porte-avions amphibie Dixmude déployé dans le cadre de l'opération Corambe. Et puis, je vais passer très rapidement à ces 84 élèves stagiaires ou stagiaires ivoiriens en France, qui donc, ils sont à la demande de la Côte d'Ivoire, en toute souveraineté. Et enfin, la Côte d'Ivoire elle-même accueille un stagiaire français au sein de son école de guerre. Ensuite, on a un instructeur ivoirien qui est à Saint-Cyr et un autre à Saumur. On a l'armée de l'air qui a fait des exercices à Abidjan et à Bouaké, toujours en novembre 2024. Et puis, on a développé ce qu'on appelle les stages moniteurs commando. Ça s'appelle des filières d'aguerrissement. Les opérations en haute mer, la marine hauturière ivoirienne en a bénéficié, etc., etc. Donc, pour terminer, sur la cérémonie de rétrocession, vous le disiez également, il n'y a pas que le camp qui a été cédé, il y a également la rétrocession du camp de l'Omo Nord qui a été fait au Fassi, vous l'évoquiez Daouda. Et pour la cérémonie d'aujourd'hui, eh bien, il y avait donc le vice-président, le Premier ministre et le ministre de la Défense. Il y a eu des documents juridiques qui ont été signés, un mémorandum d'entente également, et des arrangements techniques qui ont fait l'objet de signatures. Pour conclure, je peux dire que malgré la confusion générée sur l'ensemble des réseaux sociaux, les deux parties ont fait preuve de beaucoup de transparence. Le chronogramme était annoncé plusieurs semaines avant et la transition a été exposée à la presse qui était massivement invitée ce matin. Et le nombre de soldats, on le connaît, une 80aine. Donc, on peut aisément comparer cette transparence à l'opacité de certaines coopérations militaires sous-régionaux. Ici, on savait tout d'avance. Et j'aimerais terminer donc en félicitant tous les militaires des deux parties pour cette excellente transition. Très bien. Souveraineté dans toute sa Je pense que nous avons une photo de Thomas Daquin, du général Thomas Daquin. On va peut-être la voir sur nos écrans pour... voilà, le voilà. C'est bien lui. C'est lui, c'est bien lui. Qui est né le 2 février, il est né en février, donc ce mois-ci. Oui, par exemple. D'ailleurs, le président Houphouët-Boigny disait de lui qu'il était un modèle de conscience, de modestie et de dévouement. Le 2 février de quelle année? Est-ce qu'on a... Le 2 février 1916 à Nienanka, dans le département de Katiola. Voilà. Dans le handball. Dans le handball. Et c'est bien de pouvoir prendre des figures fortes comme ça et de les marquer à l'effet que justement les jeunes générations puissent voir que des hommes comme ça, ivoiriens, ont existé et qu'ils sont donc dignes de porter, avoir leur nom sur un tel camp. L'opinion publique, tu sais, l'opinion publique racontait même à l'époque qu'il avait été de retour du Sénégal. Alors nous avons... Ah, vous aviez la parole. Oui, et pardonnez, on va recevoir donc notre invitée. On va rapidement la recevoir. Venez. J'espère ne pas me tromper. Madame Aou Fatima, voilà, CEO de Caredas 10,
International Halal Day. Vous êtes là pour nous parler d'agroéconomie. Exactement. Ah, d'accord, je comprends votre panique. Vous allez bien? Oui, ça va, Claudia merci. Senghor, vous avez un grand nom. Oui. Alors parlez-nous un peu de votre thématique Business, agroéconomie. agro-business, très bien. Alors, moi, on va dire mon combat, c'est de montrer aux jeunes que l'agriculture, c'est quelque chose de rentable, c'est une filière qu'on peut étudier à l'université, c'est une science. L'agro-business. Exactement, l'agriculture L'agriculture. et l'agro-business en général. Très bien. Et donc, mon combat quotidien, c'est de pouvoir montrer les opportunités du secteur agricole en Afrique en général. Et pourquoi je suis en Côte d'Ivoire? C'est justement pour parler des opportunités du secteur agricole en Côte d'Ivoire. Vous-même, vous avez fait un retour à la terre, comme on le dit. Oui, Ok. exactement. Vous Donc, faites quoi comme culture? Alors, je suis agroéconomiste de base, donc je suis consultante dans la vie de tous les jours. Et à côté de ça, j'ai aussi une entreprise, une exploitation familiale au Sénégal, dans le sud du Sénégal, où on produit pas mal de choses. On fait des céréales, on est dans tout ce qui est arbres fruitiers, on fait également dans le vivrier également. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir montrer aux jeunes comme moi que c'est possible de se lancer et qu'on peut faire de très très belles choses en agriculture. Et sur les réseaux, vous êtes très connu sous le nom de AgroBabe. Exactement. Quand on finit le bac, on dit en général, bon, je vais faire de la finance, je vais faire du droit, je vais faire de la médecine, etc. Mais on entend très peu de jeunes dire, je vais faire de l'agriculture. Et donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir pousser les jeunes en montrant une nouvelle image de l'agriculture. Parce qu'en général, l'agriculture, ça ne donne pas forcément envie. Très bien. Donc déjà, avec moi qui suis dans le secteur, L'AgroBabe. AgroBabe, tout ce qui tourne autour de l'AgroBabe, Ok. c'est de montrer aux jeunes que c'est possible. Et donc, dans cet événement-là, on va parler des opportunités. C'est pour ça que les jeunes aiment l'argent. Tout le monde veut faire de l'argent Opportunités en Côte aujourd'hui. d'Ivoire, vous En les Côte connaissez, d'Ivoire. les opportunités en Côte d'Ivoire? Oui, parce que j'ai eu à travailler avec des gens ici. Ok. Puis moi, ma thématique, elle est vraiment africaine, globale. Général, Donc très bien. j'essaie en général, quand je fais des posts ou quand je fais des guides comme celui que j'ai fait, de pouvoir prendre en tout cas, globaliser les opportunités un peu en Afrique, surtout Afrique de l'Ouest. Ok. Écoutons Sarah. Bonsoir. Bravo pour votre initiative. Je pense qu'il y a énormément de personnes qui seraient vraiment heureuses d'en apprendre davantage sur cette initiative. Alors ma question, elle est plutôt pour voilà, un jeune entrepreneur aujourd'hui qui se pose la question de se lancer dans le secteur. Quels sont les principaux freins aujourd'hui pour un entrepreneur qui souhaite se lancer dans l'agro, mais je parle plutôt de la transformation, hein, parce qu'aujourd'hui, voilà, on a cette problématique, on a plein de matières premières disponibles dans ce beau pays, il n'y a pas que du cacao et de la noix de cajou, mais plein d'autres choses. Oui. On a cette obligation d'augmenter cette part de transformation, éviter les importations, lutter contre l'inflation. Donc, mais quels sont du coup les vrais freins? Mis à part peut-être l'accès au financement, j'ai l'impression qu'il y a des freins qui sont peut-être des problèmes plus structurels. Ben oui, il y en a beaucoup. Déjà, le cadre, peut-être qu'il n'y a pas forcément un cadre propice ou qui donnerait envie aux jeunes tout simplement de faire de l'agriculture. Ça, c'est la première des choses. Est-ce qu'un parent même accepterait que son fils, après le bac, aille faire des études en agriculture? Je sais qu'il y en a beaucoup qui m'ont S'il y a du rapporté financement et que c'est motorisé, c'est clair. Oui, donc il faut déjà le cadre. Et ensuite de ça, même dans l'opérationnel, vu qu'on importe beaucoup, la matière première de base, parfois, elle n'est pas forcément disponible. Donc, si on veut transformer, je donne un exemple, on veut faire du jus, par exemple, je sais pas moi, peu importe la matière première, du jus d'hibiscus. Encore ça, c'est facile parce qu'on en trouve. Ouais. Mais d'autres jus qu'on importe, je dis n'importe quoi, un jus de fraise, par exemple, autre chose, Ah la oui, la matière fraise, première n'est ouais. pas forcément disponible tout le temps. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de producteurs, beaucoup de production dans ces filières-là. Et en général, c'est un peu partout, dans toute la filière agro-business. Daouda, question, commentaire? Madame Senghor, en fait, je regarde le document, je vous regarde, je regarde vos ongles, c'est tellement bien fait. Bon, finalement, je me dis, franchement, Oh my goodness. calmement, la daba, qu'on appelle ça, la machette, ça apparaît. Justement, on parle plus de machette et de daba. Oui, je sais, mais je veux dire, est-ce que les gens ne vont pas se dire, mais est-ce que Mme Senghor, est-ce qu'elle est crédible dans son affaire d'agriculture? Parce qu'elle est tellement belle, tellement bien soignée que finalement, on se dit, est-ce que celle-là peut me parler de terre? On vous a jamais posé ce genre de questions? Si, Voilà. évidemment, Allez-y. c'est la question qui revient revient. le plus. Et l'idée, c'est vraiment de choquer. C'était ça la réaction que je voulais. Pourquoi pas? Pourquoi Mais je veux pas? dire, vous arrivez à cultiver avec les ongles et tout. Oui, et en fait, le truc, c'est de pouvoir dire aux gens qu'il n'y a pas que la production C'est cela. dans le secteur agriculture.
Moi, au-delà d'être une agricultrice, je suis consultante, je suis formatrice. Il y a plein d'autres choses. J'ai compris, quand vous avez parlé de vos études, j'avais compris qu'elle te donnait une autre chaîne de valeur. Ok. Mais aujourd'hui, concrètement, Oui. comment, pour être plus sérieux, comment va se passer cette masterclass? Ceux qui doivent venir, comment on y participe et tout ça. L'autre, c'était une Alors, boutade. Oui, Ouais, oui, masterclass. bien sûr, évidemment. Alors, ce qu'on va faire demain, ça va être vraiment de présenter quelques productions qui sont rentables. Au-delà de, comme j'ai bien aimé, elle a parlé du cacao de l'EVA, c'est des choses qu'on connaît et c'est de pouvoir montrer d'autres perspectives, d'autres opportunités qui marcheraient, C'est ça. de niche ou même dans le vivrier, qui marchent en Côte d'Ivoire. Donc on a essayé de faire un petit benchmark, de regarder un peu les réalités économiques, technico-économiques, en tout cas quelque chose qui marche. On va en présenter quelques-unes et ensuite ça va te montrer finalement, ok, ça c'est rentable, mais comment on fait pour se lancer? Très bien. C'est quoi les étapes à suivre? Et il faut venir donc à cette masterclass pour avoir les informations. Oui. Marius Komoé, commentaire, dernière prise de parole. Ouais, mais en fait, c'est une très belle initiative. Hein. Moi, je ne peux que l'encourager quand on sait que les produits qui vous concernent, surtout le vivrier, sont des produits saisonniers hein, sur Exactement. notre continent. En Côte d'Ivoire, par exemple, nous traversons souvent des problèmes de cherté du vivrier. Bon, quelles sont les solutions? Le gouvernement même ivoirien y travaille depuis belle lurette au travers du ministère de l'Agriculture, soutenu par le ministère du Commerce. Est-ce que le même cas chez vous au Sénégal, quand on sait qu'au Sénégal, c'est la culture beaucoup plus de l'arachide, mais ici, c'est le piment, c'est le gombo, c'est les aubergines. Exactement. Bon, c'est beaucoup plus autre chose, quoi, en fait. Mais on va dire qu'on est des pays frères avec peut-être un climat différent. Ici, Exactement. vous avez une chance qu'on n'a pas au Sénégal. On a un climat sahélien, il fait chaud, il pleut que 3 mois. Oui, mais on était avant vous. Mais c'est vous qu'on a, c'est vous que nous avons battu. Balle au centre, revenons à l'agriculture. Alors, Senghor, oui, allez-y, Oui, terminons. donc vraiment, on a à peu près les mêmes, on va dire les mêmes problèmes, mêmes les bonnes cultures. problématiques. Les mêmes problématiques. On a les mêmes problématiques, mais je trouve qu'ici, vous avez plus de chances que nous en Oui, termes c'est de vrai. climat. Et je pense que vous êtes déjà un pays agricole. C'est juste qu'il faut que les jeunes puissent se rendre compte du potentiel. Et Le problème, Très c'est bien. que les jeunes de maintenant ne peuvent plus travailler avec les dabas et les machettes. On, Ça donne doit, pas envie. on doit partir au Ben voilà. journal. Ce que nous disons est tellement intéressant. Aucunement. Nous avons une contrainte Le temps a de changé. temps. Oui. Nous allons au journal. Bravo à vous, Claudia Senghor, beaucoup. Afrobabe, qu'on retrouve sur les réseaux avec ce nom-là. C'est ça, Agrobabe, pardon, je dis Afrobabe. Agrobabe. Ça sera donc le 21 février 2025. De 17h à 20h à l'Ivoire Trade Center. Donc, planifier et réussir son projet agricole, opportunité en Côte d'Ivoire. Masterclass, c'est ouvert à tous, c'est open, free, c'est où on C'est paye, payant, c'est quand même. payant. C'est payant, mais là, on vient de m'apprendre qu'on est comme sold out. Vous êtes sold out, il n'y a plus Oui. de tickets. Oui, Mais en tout cas, on espère bravo. pouvoir revenir pour ça. Bravo, bravo. Merci beaucoup. Allez, on vous retrouve juste après pour la seconde partie. À tout de suite. Merci en tout cas d'être avec nous pour la seconde partie de ce temps d'antenne après le journal qui vous a été présenté par Isabelle Vauvor. Nous sommes toujours en compagnie de nos amis Pascal Souquier est là, Sarah Wadili Ndiaye, Marius Komoé, Daouda Koulibaly. Nous a rejoint en plateau un de nos invités avec qui nous allons parler justement des états généraux des écrivains en Côte d'Ivoire. Monsieur Ayemene, bonsoir. Merci d'être avec nous. Mais avant que nous puissions prendre langue avec vous, nous allons juste regarder un peu le contrôle métrologique qui ne peut que bénéficier aux populations. Ces propos ne sont pas de moi, ils sont du Premier ministre de Côte d'Ivoire, son Excellence, M. Begré Mombé. Marius Komoé, c'est aujourd'hui que le contrôle métrologique des instruments de mesure a été lancé. Hier 19 février, sous la présidence de notre Premier ministre, pour lutter contre la cherté de la vie. Juste un petit rappel, pourquoi est-ce important d'avoir ces instruments-là, Marius? Bon, alors, il faut dire tout simplement que l'instauration, sinon l'entrée de la métrologie dans le système du commerce est d'importance capitale pour les populations dans la mesure où ça contribue effectivement, si d'ordinaire cette politique de métrologie est bien mise en œuvre, ça contribue effectivement à la baisse de la cherté de la vie. Pour la simple raison que le contrôle des instruments de mesure permet aux consommateurs de payer le juste prix du produit acheté. Si vous allez dans une boutique et que vous commandez
un demi-kilo ou 1 kilo de riz ou de sucre ou tout autre produit, eh bien, il faut que l'instrument qui aura servi à mesurer la quantité de riz, d'huile ou tout autre produit soit effectivement le prix de ce que vous aurez payé. C'est pareil pour le carburant. Vous allez dans une station d'essence, vous prenez du carburant, c'est justement une pompe qui vous sert le carburant, mais souvent, cette pompe vous sert de l'air sans que vous ne le sachiez. Alors, les instruments de mesure qu'utilisent les agents du ministère du Commerce pour contrôler et s'assurer que dans les stations d'essence, les débits de carburant qui sont servis aux populations répondent véritablement au nombre de litres demandés par les usagers. Et donc, dans le commerce, c'est ça. Même sur les étals de nos mères, de nos sœurs, dans nos marchés, eh bien, les instruments de mesure qui sont utilisés pour contrôler les kilos de viande achetée, pour contrôler le kilo de tomates, d'arachides et tout autre produit acheté, devraient être en conformité avec justement les règles éditées en la matière. Et donc, le contrôle tel que voulu par l'État visera certainement à baisser le coût de la vie. Mais nous allons être très regardants sur la pratique de l'opérateur auquel l'État de Côte d'Ivoire a concédé ce pas essentiel du contrôle. Un opérateur privé? C'est un opérateur privé en lieu et place de la Direction générale du commerce intérieur qui a en son sein une direction en charge de la métrologie, de la qualité et de la répression des fraudes. On a préféré laisser cette prérogative de l'État concédée à des services de l'État pour les confier à un opérateur privé qui contrôlera d'autres opérateurs privés. On attend de voir les résultats. Comme vous dites, c'est plutôt vous en tant que président des consommateurs. En tant que président des consommateurs, oui, évidemment, parce que nous allons suivre véritablement le travail de... Parce qu'en fait, il ne faudrait pas que sa pratique alourdisse les charges justement du consommateur. Vous l'avez déjà dit, Marius, rassurez-vous, on nous a bien compris. Vous m'envoyez rassurer. Pascal, pas Pascal, Sarah Wadili, un petit point économique sur la question. Oui, alors comme le dit très bien Marius, donc la métrologie, c'est une méthode qui permet vraiment de s'assurer que les prix affichés correspondent bien aux quantités livrées. Donc c'est essentiel effectivement d'en avoir un contrôle. On va vérifier la conformité des instruments, de tous les instruments de mesure, que ce soit des balances, des compteurs à eau, électricité, etc. Alors moi, mon point sur ce sujet, vraiment, c'est que le but affiché de cette mesure, c'est de lutter contre la cherté de la vie. Alors effectivement, c'est une mesure qui va aider à lutter, je dirais, contre la fraude, mais son impact sur la cherté de la vie reste pour moi assez limité, dans le sens où il y a plusieurs autres raisons profondes qui nous mènent à cette cherté de la vie, à cette augmentation des prix. Il y a effectivement l'inflation, et derrière l'inflation, qu'est-ce qu'il y a? Il y a ces coûts de production qui sont trop élevés. Il y a la disponibilité des produits sur le marché, les taxes, etc. Donc vous voyez, le problème, il est beaucoup plus large, il est beaucoup plus important. Et pour lutter contre la cherté de la vie, il y a tous ces éléments auxquels il faut s'attaquer. Ça passe par réguler peut-être les prix des matières premières, augmenter surtout la production locale, on en parlait tout à l'heure avec la jeune dame, afin de diminuer tous ces niveaux d'importation, diminuer les coûts de transport, diminuer le coût de production, ça passe par une maîtrise de notre coût d'énergie. C'est principalement ça aussi qui freine toutes ces entreprises pour produire localement et de s'en sortir à travers le temps. Les incitations fiscales, enfin vous le savez, la liste est longue. Donc pour moi, cette mesure, elle est très bonne, elle est à saluer, mais il y a tout un autre chantier sur lequel il faut s'attaquer pour lutter efficacement contre la cherté de la vie. On reviendra forcément sur ce sujet-là, puisque l'opération a été lancée aujourd'hui. Donc au fur et à mesure des retours que nous aurons justement sur le terrain, pourquoi je confonds mercredi, jeudi, voilà, on aura forcément des retours, et puis on pourra encore analyser et commenter. Alors, Monsieur Ayéméné Hervé, vous êtes vice-président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, et vous êtes là pour nous dire, nous organisons les états généraux de la condition des écrivains en Côte d'Ivoire. Pourquoi? D'accord. Merci déjà de nous recevoir sur votre plateau. C'est notre grand plaisir. Et je tiens, avant de répondre à cette question, à remercier toute l'équipe de l'AFTV pour les opportunités qu'elle nous offre chaque fois de venir annoncer nos activités sur votre plateau. Il faut dire que ces assises sont organisées pour essayer de trouver des solutions aux préoccupations majeures des écrivains de Côte d'Ivoire.
Nous ne disons pas qu'il s'agit d'attaquer les préoccupations des membres de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Nous voulons globalisons. Et donc, tous les écrivains de Côte d'Ivoire, qu'ils soient membres de l'Association des écrivains ou pas, sont vraiment invités à ces assises. Ce sont des assises qui ont une envergure nationale, puisque nous avons même invité des partenaires du livre pour venir nous édifier sur des thématiques particulières. Et au thème de ces communications, nous aurons des ateliers pour réfléchir à des solutions viables en vue d'améliorer justement la condition de l'écrivain de Côte d'Ivoire. Très bien. Alors, Pascal, question ou commentaire? Je vous remercie. Je voulais savoir si vous pensez que la condition de l'écrivain en Côte d'Ivoire est enviable. Vit-on de son écriture dans notre pays? D'accord, une très belle question. Ce qui me permet en même temps de préciser que ces assises auront lieu le samedi 22 février 2025 à l'IPNET de Cocody, en face du lycée technique. Très bien. De 8h à 15h. Effectivement, il est possible de vivre de ses écrits. Mais en Côte d'Ivoire, c'est un secret de polichinelle. Aucun écrivain de Côte d'Ivoire ne vit que de l'écriture. Aucun écrivain de Côte d'Ivoire, je répète, ne vit que de l'écriture. Vous n'y êtes pas patient alors? Non, nous ne sommes pas patients, effectivement. Mais au-delà de cela, nous sommes convaincus qu'il est possible de vivre de l'écriture. Et dans plusieurs pays, des écrivains ne vivent que de ce métier d'écriture. Quel est le problème? C'est les droits d'auteur qui ne justement, sont pas reversés, c'est les lecteurs qui ne sont pas assez nombreux, c'est la transition digitale qui n'a pas été faite? Ce sont toutes ces préoccupations que nous allons aborder lors des assises. Très bien. Il faut dire que, pour la petite histoire, le bureau de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire est beaucoup souvent invité par des associations sœurs d'autres pays. Et lorsque nous partons à ces activités, nous prenons en même temps le soin de nous renseigner, de voir comment est-ce que les écrivains arrivent à bien se fédérer, à bien organiser le secteur d'activité pour avoir un statut qui soit véritablement enviable. Très bien. Daouda, question, commentaire? États généraux sur les conditions de l'écrivain en Côte d'Ivoire. Vous êtes sur le plateau. Selon vous, quelles sont les conditions des écrivains? Je vais faire mon approche personnelle. Allez-y personnellement, hein. Vous ne pouvez pas parler pour tout le monde. Parce que nous aurons des sachants le samedi 22 février qui viendront nous édifier sur la condition de l'écrivain en Côte d'Ivoire. Déjà, il y a tout un processus qui est un peu difficultueux pour se faire éditer et ensuite pour vendre les œuvres. Nous parlons de la chaîne PPDV, c'est-à-dire production, promotion, distribution et vente. Et à tous les maillons de cette chaîne, il y a des difficultés. On va le dire sans embâche. Ces difficultés ne sont pas forcément du fait des acteurs du livre. Et c'est ensemble qu'on peut trouver des solutions. D'où ces assises. Très bien. Alors, oui, relance Daouda. Parce que moi, l'idée m'est venue d'écrire 2 livres. Mais malheureusement, quand je regarde ceux qui sont devant, qui ont déjà écrit, raconter leurs problèmes, je me dis, est-ce que c'est nécessaire d'y aller? Raconter leurs problèmes, mais je veux dire... non, mais parce que... leurs difficultés, c'est les plus défis, joli. bon, je veux dire, les défis auxquels ils font face, les challenges auxquels ils font face, je me dis, est-ce que c'est nécessaire? Par contre, j'ai un ami qui m'a dit, ben, il faut faire, comment on appelle ça? Il faut aller sur... j'ai une manière de payer eux-mêmes pour se faire, pour éditer à compte d'auteur. Est-ce que ce n'est pas une solution aujourd'hui? Ce serait une solution, mais tout le monde n'a pas les moyens de préfinancer la production de son œuvre. C'est ça. Et au nombre même des solutions que nous comptons proposer durant ces assises, il y a un système de crowdfunding que nous pouvons mettre en place pour aider les jeunes écrivains talentueux, mais qui n'ont pas de moyens. Pour nos amis très francophones. Justement. Vous allez peut-être... C'est ça. C'est du financement participatif. Voilà, du financement participatif, c'est-à-dire une sorte de tontine. Exactement. Ouais. Qui permettrait éventuellement d'aider un écrivain talentueux, mais qui n'a pas les moyens de se faire éditer. Parce que les maisons d'édition traditionnelles qui éditent à compte d'éditeur ne lui permettent pas de produire son œuvre. Très bien. Alors, M. Ayemene, vous donnez donc rendez-vous aux écrivains le samedi 22 février. Samedi prochain. Vous attendez combien de vos collègues? Nous attendons au moins 200 écrivains et 100
acteurs du livre, partenaires du livre. Très bien, pour réfléchir Voilà. ensemble. Alors, on rappelle un peu les éléments importants. Les éléments importants, c'est que ces assises sont un enjeu capital pour tous les écrivains de Côte d'Ivoire. Nous les invitons vivement. Et il faut dire que la participation est libre, elle est ouverte, elle est seulement conditionnée par l'enregistrement en ligne. Mais ceux qui n'ont pas le lien d'enregistrement peuvent visiter le site internet de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire, www.aeci.ci, ou nous joindre au contact 05 85 85 74 96 Très bien. Allez-y, allez-y. ou au 07 07 70 22 19. Merci infiniment, monsieur Yéméné Hervé. Je vous remercie. Bons travaux à vous ce Merci samedi beaucoup. 22. Merci à Merci vous. infiniment. Après avoir parlé de littérature au pas de course, nous allons recevoir Aou Fatima. Je l'avais justement annoncé tout à l'heure, pensant qu'elle était Madame Claude Senghor. Elle est CEO de Caredax 10. Elle nous parle de International Halal Days, une rencontre en faveur du développement et de la paix. Aou Fatima qui s'installe maintenant et encore vous remercier de votre fidélité à ce programme. Alors, du moins, Sarah, justement, Sarah, vous connaissez ce que c'est qu'Halal. Je vais demander Pascal Halal. Daouda Halal, ça vous dit quelque chose? Oui, ça me fait penser aux manières d'abattre les animaux dans la religion musulmane qui sont sanctifiés, si je peux le dire ainsi. D'accord, Daouda. Je ne sais pas. Ah ben, c'est compliqué, mais bon, je pense que ce qu'elle a dit, c'est ce qui est ça. Enfin, En tout cas, moi, je ne les mange pas. animaux et un Je ne certain mange, nombre je de ne, je ne choses mange pas de vivantes. porc. Comme Je ne- moi. Voilà, je ne mange pas de porc, je ne mange pas de mouton ou de bœuf qui n'a pas été égorgé. OK. Voilà. Très bien. Tout animal qui doit être consommé, il faut qu'il soit égorgé. Je pense que c'est ce qui est bien halal. Sarah, c'est Alors, bien elle va ça nous Oui, selon un expliquer. rituel, mais on va laisser notre invité. Alors, Madame Aou Halal, Fatima, là, c'est merci. pas- C'est un ressort de charia, là. non? Est-ce que vous, La loi islamique. est-ce que vous pouvez nous donner justement la bonne définition Halal Days? Déjà, avant d'arriver à Halal Days, Halal, ça veut dire quoi? Il y a tout ce qui est permis. Oui, tout ce qui est permis, tout ce qui est bon. Tout ce qui est bon. Bon, parce que Ok. c'est pas que dans Ce la qui n'est pas bon permission, est haram. c'est ce qui est bon pour toi. Donc, Qui est bon par pour exemple, toi. le fait de ne pas manger du porc, c'est bon pour notre santé déjà. Le En fait tout de cas, ne je suis pas- d'accord avec vous. Moi, je suis Voilà. anti. Voilà. Le fait de ne pas boire de l'alcool, c'est bon pour nous déjà. Voilà. Au cours de Donc, la c'est ça. charia, c'est ça? Oui. Ça découle de De la charia. La loi la islamique. loi La loi islamique. islamique, Tout c'est à fait, d'accord. Alors, parlez-nous donc de vos International Halal Days qui parlent donc, vous la rimez justement au développement et à la paix. Oui. Allez-y. Donc, les International Halal Days sont des journées autour du halal. Donc, qui dit Alors, halal, essayez, Pascal, essaie de redresser un peu. Prenez le Qui micro dit- main. c'est mieux. Voilà, voilà. Le micro, Allez-y. d'accord. Parce qu'il paraît que je parle très doucement. Oui, justement, vous allez Ouais, monter un peu moi, le j'ai du niveau. mal même à vous J'ai entendre du mal ici. à vous D'accord, entendre également. ok. Allez-y. Donc, qui dit journée halal dit journée de tout ce qui est autour de ce qui est bon à faire. Ce qui est bon à faire. Voilà. Très bien. Donc, les journées internationales du halal, c'est leur première édition en Côte d'Ivoire. Donc, ces journées, pour cette année, auront pour thème donc, la technologie autour du halal. La Le leader- technologie. Voilà, je vais revenir là-dessus tout à Ok. l'heure. Le leadership féminin donc, et la spiritualité. Mhm. Et nous avons donc le dîner gala halal, ainsi que l'exposition donc le samedi et le dimanche avec plusieurs pays invités sur de la mode agroalimentaire C'est ça. et tout ça pour déjà commencer à faire son shopping du Ramadan. Du Ramadan. Alors, les amis, nous avons 7 à 8 minutes. Question, Pascal, commentaire? Bah, écoutez, je suis ravie d'entendre que le concept halal peut s'étendre à autant de secteurs d'activité. Les exposants, lors de votre événement, quels seront les produits disponibles qui sont donc halal et quels sont, puisque vous faites aussi du réseautage entre partenaires économiques, c'est quoi la différence entre faire de l'économie halal ou pas? Donc, quels produits disponibles et puis c'est quoi le business halal? D'accord. Déjà, nous sommes Caredas, une entreprise qui accompagne les PME. OK. Nous accompagnons, donc nous mettons aussi en place une plateforme de synergie entre les acteurs principaux, investisseurs et donc les entrepreneurs eux-mêmes. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons mis en place ce forum-là
pour que tous ceux qui font de la technologie, tech et fintech, c'est-à-dire finance islamique, assurance et tout, puissent se retrouver. Pour que cette niche puisse venir découvrir qu'il n'y a pas que égorger convenablement une bête, le halal. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, nous consommons, les musulmans, en tout cas, consomment tout ce qu'il y a autour de leur religion de l'extérieur. Par exemple, c'est quoi une fintech halal? Voilà. Muslim Pro, c'est une application que tout le monde a, qui nous permet de suivre les prières, les dates. Ah d'accord, il y a tout ceci qui rentre en ligne de compte. Mais Muslim Pro n'est pas africain de toute façon. Ok. Il n'y a aucune application africaine qui nous permet de le faire. Que ce soit dans nos mosquées, que ce soit pour Al-Bayan, que ce soit pour notre façon de vivre déjà entre nous musulmans ou musulmanes. Quels sont les rites? On n'a rien pour nous, tout est importé. Très bien. Donc c'est ça. En termes de business, il faut rappeler que le halal, c'est un business model. Les meilleurs producteurs de halal en France, c'est ceux qui font du porc à côté. Les meilleurs producteurs de boissons énergisantes pour nous, les musulmans, c'est ceux qui font du whisky. Donc, il ne faut pas être musulman pour avoir un business halal. Il faut suivre un business model pour avoir un business halal. Je pense qu'une fois à ce séminaire-là, on pourra comprendre. Il y a pas mal de questions, mais il ne nous reste pas assez de temps, malheureusement, justement, parce qu'elle a dit qu'il faut faire un business modèle. Il faut Pour faire un business halal, il faut faut faire pas forcément être musulman. et puis faire aussi du porc à côté, par exemple. C'est ça? Si j'ai Pas bien de porc. saisi. Non, tu peux faire du porc à côté, Ok. sauf que cette business line que tu crées ne rentre dans les rentre pas règles. dans le Exactement. Voilà. Ok, Parce que très bien, très bien. Ça viendra. la politique halal est contraire donc à l'utilisation donc du Très porc. bien. Ce qui est un produit illicite, non? Allons-y, on va écouter Sarah. Non, mais Commentaires ou questions, Sarah? Oui, je pense que du coup, c'est important qu'il y ait une entreprise comme la vôtre, un peu de conseils spécialisés pour accompagner des PME qui souhaitent être en ligne avec leurs valeurs religieuses, en fait, si je comprends bien. Se posent plusieurs questions quand on veut, je pense, lancer son entreprise, son business halal. On a déjà le premier obstacle, je pense que c'est le financement. Quand on veut lancer son business et être halal, eh bien, les taux d'intérêt sont proscrits, par exemple, donc il nous faut avoir accès à de la finance islamique, par exemple. Est-ce qu'ici, en Côte d'Ivoire, il existe des institutions financières qui puissent proposer ce genre de produits financiers Très bien. en ligne avec les valeurs de la religion? Il y en a plusieurs. Ok. De tête, là, je peux vous dire qu'elles Parlez un peu elles plus sont fort, au s'il moins vous plaît. 5. Il y en a Au 5, moins ok. 5 déjà qui seront Ok. là pendant l'événement. Alors, est-ce que c'est des banques qui ont une Sarah window, une fenêtre islamique ou On va bien... passer. Il Oui, nous reste pardon. 3 minutes. C'était juste une Oui, relance. allez-y. Ou bien c'est des sera ça. dédiés... Ok. Ce sera des banques avec, Avec des un volet. windows, voilà. D'accord. Et il y a aussi des entreprises. On a la BID, la Banque islamique de développement. Oui. Elle a son siège, elle est là pour Oui. ça Très bien. aussi. D'accord, et Voilà. vous faites le lien, bravo. Marius, questions ou commentaires? Non, ou, j'avoue que pour des pays comme les nôtres, où on constate bel et bien que les temps ont changé, vous savez bien qu'avec nous, que même des jeunes musulmans aujourd'hui consomment l'alcool. Or, vous nous le dites, la mise en œuvre de la politique halal interdit justement l'usage de l'alcool, la consommation de l'alcool, du porc. Quand on sait que le niveau de pauvreté des populations leur fait perdre de vue, eh bien, toutes ces dispositions islamiques, pour ne pas dire ces dispositions de la charia, comment comptez-vous faire pour pouvoir naturellement imprimer la loi islamique face à une nouvelle donne dans cette société qui croule sous le poids de la misère? Alors, mon point, c'est est-ce que on a des musulmans qui consomment l'alcool? Vous confirmez ce qu'il dit? Oui, je confirme. Nous sommes dans un pays laïque. Venant surtout de moi, ne vous en doutez pas, parce qu'on fait l'expérience lorsque justement il y a les fêtes musulmanes. Allez-y. Nous sommes un pays laïque, donc forcément, il y a des personnes qui boivent, des personnes qui ne buvront pas. Nous ne sommes pas la police. Nous sommes là pour mettre en place un système pour faciliter. Donc, dans ces International Halal Days, par exemple, Éduquer, il y a le halal, sensibiliser. voilà, il y a le Halal Talk sur le leadership Ok. féminin, Halal Tech, Halal Gala, un gala totalement pro, mais dans la plus grande décence, par exemple. Il y a le Halal Expo où il y a tous les produits qu'on vendra, mais qui ne seront pas illicites, par exemple. Et il y aura Halal Fun, où les enfants pourront venir s'amuser, excusez-moi du terme, sans écouter chewing-gum dans mes reins ou des termes qui peuvent choquer. Non, je comprends. Voilà, c'est un peu ça. Mais sinon, on est laïque. Dans notre forum, on a des panélistes musulmans et chrétiens. On a des invités. Les awardis
seront musulmans et chrétiens, indépendamment de ce qu'ils font et de leur impact social. Donc, on est vraiment dans un contexte laïque où vraiment on embrasse tout le monde. Nous ne sommes pas la police, nous ne sommes pas les radis de l'islam. Nous, on met en place un concept pour faciliter et faire comprendre que l'islam, c'est fun, il y a de la joie, il y a de l'économie, il y a du business à faire et qu'on est développé aussi. Très bien. Vous faites bien de le tout cas, préciser. merci beaucoup. Merci et bravo pour cette initiative. Rappelons vos dates, s'il vous plaît. Donc, c'est du 21 au 23 février au Sofitel, donc à partir de demain matin. Donc, Très les bien. panels sont gratuits, les B2B juste après ça aussi. L'exposition du samedi et du dimanche aussi, c'est gratuit. Et le dîner gala est sur réservation et est fermé pour l'instant parce qu'on est plein. C'est clair. Merci en tout cas et bravo pour cette initiative-là. Pour le panel, le matin, c'est à partir de 8h30, on débute à 9h. On termine, je vous en prie. Merci, nous terminons. Alors, merci, bravo. Merci en tout cas d'être venu. Et puis tous ceux qui viendront là sont des personnes qui, même s'ils n'ont pas assez de moyens, mais en tout cas, ils se suffisent. Merci beaucoup d'être venue, madame. Merci à vous, merci à tous. Nous sommes obligés de courir. Les programmes continuent sur la FTV. Bonsoir.